Et pour la poursuite de ce débat, je vais reconnaître Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Dans le discours sur les priorités gouvernementales livré la semaine dernière par le Premier ministre, il a été beaucoup question d'économie. À cet égard, le Premier ministre parle de ce qu'il connaît, essentiellement beaucoup, le monde des entrepreneurs. Je vais profiter de ces quelques minutes pour vous parler de ce que je connais, moi. Le monde de la classe moyenne, le monde ordinaire, les gagnes-petits, les gens en bas de l'échelle. Ça ne fait qu'une semaine que je siège ici et déjà, l'effet de bulle de l'Assemblée nationale se fait un peu sentir. J'aime bien me rappeler à ce moment-là mon ami Amir Kadir qui aimait réciter un certain poème afin que l'on n'oublie jamais ceux qui nous ont envoyés ici, ceux qui attendent de nous qu'on rende leur vie meilleure. Ça va comme suit. T'en souviens-tu, Godin, à cette heure que tu es député? T'en souviens-tu de l'homme qui frissonne, qui attend l'autobus du petit matin après son chiffre de nuit? T'en souviens-tu des mal-pris qui sont sur le bien-être, de celui qui couche dans la neige, des trop vieux pour travailler qui sont trop jeunes pour la pension? T'en souviens-tu des pousseurs de mop, des ramasseurs d'urine dans les hôpitaux, ceux qui ont 2 jobs, une pour la nuit, une pour le jour, pour arriver à se bûcher une paye comme du monde? T'en souviens-tu, Godin, qu'il faut rêver aujourd'hui pour savoir ce qu'on fera demain? Vous avez certainement reconnu le fameux poème de Gérald Godin, un illustre poète de notre nation qui a siégé dans cette chambre de 1976 à 1994. Dans cet extrait, on sent la préoccupation de Godin de toujours se rappeler ce qu'il fait ici. Les gens d'Hochelaga-Maisonneuve m'ont envoyé les représenter pour améliorer la vie de tout le monde. Je les en remercie et j'entends bien nous rappeler périodiquement qu'on ne peut pas tous être entrepreneurs ou millionnaires et que pour ceux et celles qui n'auront pas cette chance, il faut s'assurer que l'État québécois remplisse son mandat de bien répartir la richesse entre tous les Québécois et Québécoises. Gens d'Hochelaga-Maisonneuve, ma gang d'Hochelag, vous pouvez compter sur moi. Ma conjointe Martine, ma fille Jeanne, je suis chanceux à mon tour de pouvoir compter sur vous. Dans mon quartier, comme dans plusieurs autres villes et régions du Québec, des centaines de personnes travaillent au salaire minimum. En 2017, au Québec, ils étaient 230 000. Il y en a presque autant qui gagnent à peine quelques sous de plus que le salaire minimum. Ça commence à faire pas mal de monde, ça, Madame la Présidente. Et à 12 $ l'heure, une personne qui travaille 35 heures par semaine fait un total d'environ 22 000 par année. C'est largement insuffisant pour vivre. Je dis bien vivre, Madame la Présidente, et non survivre. Car dans une société libre et démocratique comme celle du Québec, tout le monde a le droit au bonheur. Et le bonheur, ça veut dire en avoir un petit peu plus que le nécessaire à la fin de la semaine. Ainsi, on peut se permettre d'aller au resto avec son conjoint ou sa conjointe. On peut amener les enfants au cinéma. On peut se payer un billet d'autobus pour aller voir un ami ou de la famille qui habite un peu loin. Vivre, c'est avoir droit à des loisirs, avoir accès à la culture, à la pratique d'un sport, à des vacances ailleurs qu'à la maison. Or, cette réalité n'est pas accessible à tous et à toutes en ce moment dans notre belle société libre et démocratique. Des études ont calculé que le salaire viable au Québec devrait être de 15 $ l'heure. Il permettrait ainsi à tout le monde de se sortir la tête de l'eau et de pouvoir vivre de son travail. À 12 $ l'heure depuis le 1er mai dernier, on est loin du compte. En ce temps des fêtes, saviez-vous que 11 % des usagers et usagères des banques alimentaires ont un revenu d'emploi? 11 % des personnes, je répète, qui ont besoin d'aller chercher un panier alimentaire pour se nourrir et nourrir leur famille ont un revenu d'emploi, souvent un emploi à temps plein. Terminez l'époque où un travail te garantissait nécessairement de quoi payer ton épicerie, ton hypothèque, tes assurances, ton régime de retraite, tes fournitures scolaires, etc. Certains diront que les emplois payés au salaire minimum sont des emplois d'entrée sur le marché du travail, des emplois prévus pour des jeunes. Bien, tout d'abord, où est-ce que c'est écrit ça que les jeunes devraient être sous-payés parce qu'ils sont jeunes? En fait, peu de gens savent qu'entre 1966 et 1986, il y avait au Québec un salaire minimum distinct pour les moins de 18 ans. Une belle clause orphelin à l'échelle nationale. Heureusement, tout ça a été aboli, entre autres, pour respecter la Charte des droits et libertés. Ensuite, la réalité est bien différente aujourd'hui. En 2017, plus de 40 % des personnes travaillant au salaire minimum actuel ont plus de 25 ans. Si on élargit un peu le portrait aux personnes gagnant moins de 15 $ l'heure, c'est 60 % qui ont plus de 25 ans. Donc, l'image de l'ado qui tourne des boulettes à temps partiel dans un fast-food pour se faire de l'argent de poche est bien démodée. La précarité n'a plus d'âge. D'autres diront ensuite que si on hausse trop le salaire minimum, les PME vont fermer. Il n'y aura tout simplement plus d'emplois. C'est drôle parce qu'on entend cette chanson-là à chaque année, peu importe
si le salaire minimum monte de 10 sous, 20 sous ou 75 sous. On l'a aussi entendu à une autre époque où on a voulu instaurer le salaire égal entre les hommes et les femmes. On l'a aussi entendu à une époque encore plus lointaine quand on a voulu abolir le travail des enfants. Ça ne sera pas possible, ça va coûter trop cher, on va fermer. Mais la politique de la peur, c'est un vieux disque usé. Ça ne marche plus, Madame la Présidente. En plus, la réalité vient prouver que c'est faux. Tous les endroits qui ont procédé à des fortes hausses du salaire minimum dans les dernières années, Ontario, Alberta, Seattle, État de Californie, État de New York, etc., n'ont pas observé d'effets négatifs dus à cette hausse. Au contraire, le pouvoir d'achat augmente et l'économie réelle, celle du petit commerçant du coin, est en croissance. En passant de 12 à 15 $ l'heure, l'argent supplémentaire gagné ne va pas dans un paradis fiscal ou dans un REER, il va dans les PME locales dans toutes les régions du Québec. On en a parlé abondamment depuis ce matin en Chambre. De plus en plus de petits commerçants peinent à trouver et retenir des employés. Oui, la pénurie de main-d'œuvre existe, mais elle n'est pas la même dans le secteur aéronautique, par exemple, que dans le secteur de la restauration. L'immigration est bien sûr une clé importante dans la résolution de ce problème, mais la majoration des conditions de travail, notamment via une hausse du salaire minimum, rendra plusieurs postes beaucoup plus attractifs, en particulier dans des secteurs économiques comme la restauration. Est-ce que ça va faire en sorte de créer une inflation complètement incontrôlable des prix? Non. Les études démontrent que dans un scénario de hausse du salaire minimum à 15 $, les prix des biens et services augmenteraient d'à peine 1 ou 2 %. L'inaction des précédents gouvernements en matière de salaire minimum a contribué à creuser l'écart entre le salaire minimum actuel et ce qu'il devrait être s'il avait toujours au moins suivi la hausse du coût de la vie. Le maigre 75 sous annoncé l'an dernier par les libéraux était bien loin d'être suffisant, mais il n'a au moins pas creusé davantage cet écart. C'est toujours ça de gagner. Madame la Présidente, le premier ministre s'est vanté d'être à la tête d'un gouvernement d'entrepreneurs, à la bonne heure. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie que les entreprises de ces 10 entrepreneurs ne roulent pas toutes seules. Elles sont menées à bout de bras, au jour le jour, par le monde ordinaire. Et le monde ordinaire, il en arrache les plus belles lurettes. Fait qu'il serait à peu près temps qu'on lui dise merci en procédant à une généreuse hausse du salaire minimum pour que tout le monde puisse bénéficier de la bonne performance économique actuelle au Québec. Procéder à une forte hausse du salaire minimum est une bonne mesure pour l'économie. Malheureusement, il y avait un silence gênant sur cet enjeu dans le discours du premier ministre. Sur un autre sujet, la CAQ et Québec solidaire ont beau être aux antipodes de la politique québécoise, nous partageons parfois des combats communs. Abolir les clauses orphelins en est un. Ces clauses ont proliféré autant sous le Parti québécois que sous les libéraux, et ces deux partis ont lamentablement échoué à colmater la brèche dans leurs interventions législatives respectives, la dernière ayant eu lieu l'an dernier. Une chance historique s'offre à nous, et Québec solidaire est prêt à aider le gouvernement à en finir une fois pour toutes avec cette injustice intergénérationnelle. Mais, Madame la Présidente, je suis toutefois inquiet. Comme les clauses orphelins ne datent pas d'hier, les régimes de retraite moins avantageux qui ont été mis en place à l'époque pour les personnes embauchées après une date X en sont venus avec le passage des années et le renouvellement du personnel à ne couvrir qu'une minorité de salariés dans une entreprise. Et si demain matin, on interdit que deux régimes, un moins avantageux que l'autre, coexistent dans une même entreprise, que se passera-t-il avec l'ancien régime, le bon? Pour instaurer une égalité et une équité dans un milieu de travail, est-ce qu'on appliquera l'ancien régime plus avantageux à tout le monde ou est-ce qu'on va le fermer et qu'on appliquera à tous et tous le nouveau régime moins avantageux? On connaît déjà la solution préférée des employeurs, mais la vraie question est que fera le gouvernement pour éviter que l'abolition des clauses orphelins ne mène pas dans un étrange renversement de l'histoire à une nouvelle forme d'injustice pour les plus anciens qui ont cotisé à l'ancien régime toute leur vie active? Madame la Présidente, j'attends le ministre dans le détour de ce projet de loi qui ne saurait tarder, j'en suis certain. Ma génération et toutes les autres qui nous suivent sur les bancs d'école en ce moment ont fait face ensemble à un défi immense. Les changements climatiques vont affecter nos vies de notre vivant. Les travailleurs et travailleuses qui évoluent dans des industries polluantes seront les premiers affectés par la transition économique qui se déroulera tôt ou tard. Ce ne sera pas le premier bouleversement économique de l'histoire. Mais contrairement à une crise économique soudaine, on a la chance d'avoir un peu de temps devant nous pour réfléchir à des solutions pour transformer ou remplacer les bons emplois du secteur pétrolier et gazier, un secteur qui sera nécessairement appelé à ralentir progressivement ses activités pour éventuellement presque disparaître. Quelle place les salariés des secteurs économiques polluants auront dans les prises de décision en matière de réorientation de l'économie et en matière de politique publique
de requalification. Les précédentes révolutions industrielles se sont faites sur le dos des travailleurs et travailleuses, et autant se le dire tout de suite, ils ne rejoueront pas dans ce mauvais film. À Québec solidaire, nous nous engageons à relayer leur voix dans cette enceinte pour rappeler au gouvernement que les travailleurs et travailleuses du Québec doivent être au centre de toutes les concertations à venir sur le sujet, afin que l'inévitable transition se fasse dans l'ordre et au bénéfice de tous et toutes. Je ne peux m'empêcher de clore la portion travail de mon intervention sans souligner aujourd'hui que nous sommes toujours une province canadienne et qu'à cet égard, de nombreuses personnes au Québec qui travaillent dans un secteur économique sous juridiction fédérale, bien, peu de gens savent donc que le Code canadien du travail est à bien des égards inférieur à celui du Québec. Il permet par exemple les recours à des SCAB, les fameux travailleurs temporaires de remplacement, pendant des conflits de travail, quelque chose d'interdit ici depuis 1977. De plus, il ne permet pas le retrait préventif des femmes enceintes. Une réceptionniste d'un cabinet médical, par exemple, n'ont donc pas les mêmes droits qu'une téléphoniste de TELUS, même si les deux payent leurs impôts au Québec. Dans le passé, autant le Bloc québécois que l'NPD ont déposé des projets de loi pour corriger cette situation et ont également réclamé que la loi 101 s'applique aux entreprises québécoises sous juridiction fédérale. À l'aube des élections fédérales, j'espère que le ministre et son gouvernement feront pression sur tous les partis fédéraux pour qu'ils s'engagent à faire de même. Avec un pays, Madame la Présidente, on n'aurait pas à quémander que s'appliquent chez nous des choses qui font déjà consensus ici depuis au moins les années 70, soit bien avant ma naissance. Vous pouvez compter sur Québec solidaire pour souligner quotidiennement tous les désavantages découlant de notre présence dans cette fausse confédération. Il est difficile de savoir où loge l'actuel gouvernement en matière de lutte à la pauvreté. La CAQ avait appuyé avec enthousiasme la réforme de l'ancien ministre de la Sécurité sociale qui avait pour but de pénaliser les personnes assistées sociales qui refusaient de faire un parcours d'employabilité. Le gouvernement actuel va-t-il donc continuer à faire en sorte qu'une personne puisse se ramasser à devoir survivre avec un chèque d'à peine 424 $ par mois? À suivre. Toujours sur la question de l'aide sociale, le gouvernement s'est engagé la semaine dernière à faire en sorte de cesser de considérer les pensions alimentaires comme du revenu et de conséquemment réduire le chèque du prestataire. Comme c'était le seul engagement de la CAQ en matière de lutte à la pauvreté, le gouvernement se doit d'agir rapidement. Un autre dossier, en terminant, sur lequel le ministre doit agir rapidement concerne le règlement modifiant le règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Déposé par l'ancien ministre de la Solidarité sociale en juillet dernier, il n'a jamais été édicté en raison des élections. Or, les montants supplémentaires que le règlement met en place prévoyaient être en application à partir du 1er janvier 2019, dans à peine quelques jours. Alors que nous sommes à la porte du temps des fêtes, un moment toujours difficile pour les familles aux finances précaires, il serait important, voire primordial, que le Conseil des ministres fasse de la place dans son agenda cette semaine pour rapidement édicter ce règlement et que les montants supplémentaires soient prévus soient en fonction dès janvier dans les prochaines semaines. Madame la Présidente, la CAQ voulait le pouvoir, ils l'ont. Maintenant, qu'ils s'en servent. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve.